Bonsoir à toutes et à tous. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun essaie de le construire à chaque instant de sa vie et avec son cœur. Essayez de faire en sorte d'être toujours heureux, c'est pour votre bien. Bienvenue à vous et vous êtes sur le grand rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février 2018. Comment utiliser les ouvrages scolaires pour améliorer ses résultats à l'école? La question est sur le tapis aujourd'hui. L'expert de ce soir, M. Emmanuel Guendéou, tentera d'y répondre. Autant savoir aujourd'hui, on retrace les lignes de la conférence nationale avec pour accent particulier aujourd'hui donc les normes à suivre pour la gestion des entreprises. Une autre rubrique aujourd'hui, le monde agricole. Estelle Pazou revient avec son invité, M. Thierry Kodjo, expert en aménagement hydro-agricole. Il va s'agir encore une fois de la gestion efficiente de l'eau et puis les défenseurs de l'environnement auront aussi satisfaction aujourd'hui. On a pensé à eux. Nous parlerons des huiles de vidange donc, qui sont sans embâche un danger pour l'environnement. Vous êtes habitués à suivre tous les soirs sur le grand rendez-vous les petites informations glanées sur le net, eh bien vous serez satisfait encore aujourd'hui. Et le 19h45, le journal du soir avec toujours Nadège Soni qui est déjà dans son décor. Nadège Soni, bonsoir à vous. Bonsoir Karamat, ça fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver aujourd'hui. On y va pour la synthèse. Merci à vous Karamat. Dans cette édition, on s'intéresse une fois encore à la conférence des forces vives de la nation. Quelle date retenir pour la célébration de cet événement marquant de l'histoire béninoise? Anno Adadja a recueilli l'avis de Maître Marie-Élise Gbedo pour nous. Dans ce journal, on parle également de cette association de femmes entrepreneurs agricoles à la recherche de solutions pour l'écoulement de leurs produits. La Biennale Lagune Image démarre demain à Cotonou. Le compte rendu de cette conférence de presse fait également partie de ce menu à 19h45. Voilà, le rendez-vous est pris, chers amis. Si vous voulez des informations qui ont trait vraiment au développement, vous n'avez qu'à rester avec nous. Nous avons près d'1h30 à passer ensemble et ça va se faire dans la détente, ça va se faire avec des informations qu'il faut en tout cas et dans une ambiance bon enfant, sans stress donc. Voilà. Installez-vous, ça démarre et le premier plateau que je vais vous présenter ce soir, c'est le monde agricole.
Ce reportage, vous l'avez déjà suivi une fois, mais il revient encore puisque la question est d'actualité. La question, elle est une préoccupation importante pour nos agriculteurs, nos éleveurs. Pourquoi pas? Parce qu'on n'envisage pas une agriculture ou l'élevage donc sans ce qu'on appelle l'eau. Et cette eau, c'est une source naturelle et vitale. Alors, on en parle encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, avec notre expert en aménagement hydro-agricole, M. Thierry. Mais avant, je vais vous inviter à revoir encore ce reportage d'Estonia Bigot sur la gestion de l'eau. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayons d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche, tel que la laitue, il faut arroser 3-4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. Voilà, ils demandent du secours, en tout cas, pour aller plus loin dans ce qu'ils font, dans leur activité quotidienne, et ils travaillent. Et pour vous, et pour nous qui sommes sur ce plateau, pour vous servir ce soir, Estelle Pazou, la gestion de l'eau, encore une fois, sur le grand rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir, Karamat Agbata. Vous avez décidé de faire revenir, c'était promis d'ailleurs, on avait pris le rendez-vous la dernière fois, c'était lundi avec M. Kodjo, qu'il revienne, il l'a fait. M. Kodjo, bonsoir à vous. Bonsoir Madame Karamat. Oui, comment ça va? Ça va très bien. D'accord, alors je vais vous laisser vous entretenir. Estelle Pazou. Merci à vous, Karamat Abataou. Vous l'aviez dit, le lundi, on avait abordé sur ce même plateau la question de l'importance de l'eau dans les activités agricoles. Mais aujourd'hui, on parle de comment économiser l'eau pour pouvoir en bénéficier. Alors, selon nos informations, l'agriculture utilise à elle seule, via l'irrigation, 70% des prélèvements mondiaux en eau. Mais en Afrique, une grande partie de cette eau est perdue à hauteur de 40 à 60%. Et donc, il serait profitable à l'agriculture de voir par quel mécanisme stocker cette eau pour pouvoir en bénéficier. Et c'est justement la raison de la présence de M. Thierry Kodjo sur ce plateau. Alors, M. Kodjo, est-ce qu'il est possible d'avoir de l'eau toute l'année, c'est-à-dire 12 mois sur 12 pour l'agriculture? Absolument, mais ça dépend de là où on se situe sur le globe terrestre. Vous savez que les ressources en eau ne sont pas également réparties sur tout le globe terrestre. Mais quand, à travers votre introduction tout à l'heure, on a appris que plus de 70% des ressources en eau dans le monde sont utilisées par l'agriculture. Mais en Afrique, dans les 70%, là, nous perdons plus de 40 à 60%. Oui, je l'ai dit. Ça veut dire que l'agriculture en Afrique se pratique dans un contexte de non-maîtrise des ressources en eau. Donc, l'agriculture africaine fait très peu d'économies en eau. Donc, il serait judicieux aujourd'hui que l'agriculture africaine pense à une meilleure gestion des ressources en eau pour sa durabilité.
pour sa durabilité elle-même. Donc pour son suivi, pour le suivi du monde agricole, il faut une meilleure gestion des ressources en eau. Et quelle est la façon la plus directe d'économiser de l'eau? Ce n'est pas les aménagements hydro-agricoles, je vous l'ai dit l'autre fois. C'est votre domaine, hein? C'est votre domaine. Absolument. Donc les téléspectateurs auront tout à l'heure de petites astuces pour y arriver. Absolument. Et justement, la question est, quelles sont les différentes techniques aujourd'hui pour stocker de l'eau? Ça va être difficile de pouvoir citer toutes les différentes techniques, mais Quelques-unes. ça dépend. Je vous ai dit l'autre fois ici que pour qu'on puisse conseiller une technique de stockage d'eau à un agriculteur, il faut qu'on connaisse les caractéristiques topographiques de son exploitation, c'est-à-dire dans quelle zone se situe son exploitation, qu'on connaisse les caractéristiques pédologiques, la nature du sol, ok, et les caractéristiques physiques de ce sol-là. Parce qu'il y a des sols qui sont perméables, il y en a d'autres qui ne sont pas perméables. Et ce n'est pas les mêmes techniques qui sont employées sur tous les types de sols. Quand nous sommes dans les milieux de vallée, par exemple, quand je prends la vallée de Lomé, qui est celle qui fait notre identité. À fort potentiel agricole. Oui. Quand nous sommes dans une vallée comme ça, le type de sol que nous avons surtout dans ces vallées-là, c'est des sols très, très imperméables. C'est des sols riches en argile. Donc, lorsque vous faites un arrosage massif, vous risquez de tuer vos plants. Par exemple, c'est des sols qui ont une grande capacité de maintien des ressources en eau dans la zone racinaire de la plante. Vous savez, quand on arrose une plante, par exemple, l'eau ne va pas totalement, toute l'eau ne va pas dans le sous-sol. Il y a la partie occupée par les racines des plantes dans le sol. C'est surtout à ce niveau-là que les plantes ont besoin d'avoir ces réserves en eau-là à utiliser pour leur développement. Alors, donc, les techniques de stockage et d'utilisation d'eau dépendent de là où vous vous situez. Je disais tantôt, quand vous êtes dans la vallée, par exemple, où nous savons que nous avons les eaux qui proviennent directement de la pluie, ok? Et nous avons aussi les eaux qui proviennent des pluies en amont, des pluies qui tombent dans le nord du pays, qui sont drainées dans le cours du fleuve Ouémé vers la basse vallée de l'Ouémé. Nous avons la possibilité, primo, de piéger l'eau de pluie, ok? On a la possibilité donc de créer des réservoirs d'eau de pluie. Nous avons aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des barrages hydro-agricoles. D'accord. Pour piéger l'eau qui vient du fleuve Ouémé, on crée des bras au fleuve pour drainer ces ressources en eau-là vers les exploitations agricoles. Mais pour le faire, il faut avoir une bonne cartographie des exploitations agricoles de la région pour ne pas orienter les ressources en eau à des endroits où il n'y a pas beaucoup de champs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour faire un barrage hydro-agricole aujourd'hui, il faut avoir une bonne cartographie, ce qui n'est pas encore totalement disponible dans la zone. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir aujourd'hui au Bénin des barrages hydro-agricoles? C'est bien possible, on a même des barrages hydro-agricoles dans le nord, à Malanville, à Karimama, on a des barrages hydro-agricoles. Mais ces barrages hydro-agricoles sont tablés sur la cartographie des exploitations agricoles dans la zone. Ici au sud, avec l'émiettement des terres, on n'arrive pas à avoir une bonne cartographie des... Et il n'y a que les humains aussi oui, une bonne occupation, oui, une forte occupation des terres. Il faut réglementer tout ça. Donc, il y a tout ça à régler pour quand même qu'on puisse aller vers une bonne cartographie des terres agricoles et par conséquent, une bonne organisation du captage et de l'exploitation des ressources en eau. Estelle, ça, c'est si on veut vraiment faire du Bénin un pays agricole. Potentiel agricole. Oui, il le faut. C'est des politiques qu'il faut vraiment asseoir. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de choses à revoir dans l'organisation du système agricole du Bénin. Nous disons que notre pays est un pays à vocation agricole. Conséquence, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme école de formation? On ne devrait pas avoir des lycées d'enseignement général, mais plutôt des lycées de métier. On va y revenir, mais pour aujourd'hui, Estelle Pazou, vous avez d'autres questions encore liées à la gestion, à l'économisation de l'eau. Vous l'avez dit la dernière fois, il tombe des milliards de mètres cubes d'eau. Nous avons 13 millions de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année sur le Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas façon de rentabiliser cette eau-là? Oui, absolument. Comme je vous le disais, les 13 millions d'eau qui tombent, il y a une bonne partie qui tombe directement sur la terre, quand on est au sud ici, par exemple. En tout cas, tout tombe sur la terre. Mais il y a une partie qui s'évapore. Cette partie-là est difficile à maîtriser. Il n'y a pas encore un pays qui ait une bonne maîtrise aujourd'hui des ressources en eau qui s'évaporent. Mais la partie qui tombe au sol, là, on a la possibilité de récupérer plus de 65% de cette partie-là. OK?
les ressources en eau qui tombent des pluies là, on a la possibilité de capter 65% de ces ressources-là des fins agricoles. Mais comment arriver à les capter? En faisant des bassins de rétention d'eau. Les bassins de rétention d'eau, c'est de grands ouvrages, hein, de grandes cavités creusées dans le sol, okay, vers lesquelles on draine les ressources en eau qui tombent dans un espace. On crée des bassins de rétention d'eau, mais ces bassins de rétention d'eau, avant d'aller directement dans la production végétale, parce que l'agriculture, c'est l'élevage, la pisciculture, et tout ça mélangé. Avant d'aller vers la production végétale, devrait passer soit par la production piscicole, parce que lorsque les poissons séjournent dans l'eau, ils enrichissent l'eau en urée naturelle, en urée organique. Conséquence, un sol pour lequel vous avez par exemple besoin d'urée, vous n'avez plus besoin d'aller acheter les substances chimiques, l'urée chimique pour ainsi dire. Il suffit juste d'utiliser l'eau qui vient déjà de séjourner sur les poissons, d'utiliser cette vidange, on appelle ça de la vidange, vous utilisez ça pour arroser vos exploitations agricoles. Ainsi, vous enrichissez ce sol-là en urée. L'autre chose, c'est que les poissons sont souvent nourris en protéines. Et cette protéine-là, ces substances protéiniques-là sont extrêmement importantes pour la croissance de certaines espèces végétales. Quand vous prenez par exemple les laitues dont on nous a parlé tout à l'heure dans le reportage, les feuilles de laitue ou les plants de laitue ont beaucoup plus besoin, par exemple, de ces protéines pour leur croissance. Mais il ne faut pas arroser n'importe comment. Dans le reportage, nous avons entendu le producteur qui disait qu'il faut arroser 4 fois par jour. C'est trop. C'est pas conseillé. Non, c'est pas pareil partout. Ça dépend de la nature du sol. Lorsque le sol est un sol très perméable, bon, on peut aller jusqu'à 4. Mais lorsque le sol n'est pas perméable, il ne faut pas aller jusqu'à 4. Parce que lorsque vous arrosez trop, c'est que par effet de drainage, l'eau qui s'infiltre dans le sol peut drainer des nitrates qui, au contact de la nappe phréatique, polluerait la nappe phréatique, ce qui créerait dans les régions, comme je l'ai dit l'autre fois, de grandes catastrophes sanitaires. Donc il faut éviter aussi de trop arroser. Quand vous arrosez trop, vous appauvrissez le sol parce que le sol, par effet de lessivage, les substances, les oligo-éléments qui sont nécessaires pour les plantes ne restent plus dans l'espace racinaire de la plante, mais ils sont drainés beaucoup plus en profondeur et le sol s'appauvrit. Donc, si vous arrosez trop, vous perturbez la fertilité du sol et vous polluez aussi la nappe phréatique. Donc, il faut savoir arroser. Et dans le nord du pays, il y a des femmes qui sont dans l'agriculture et qui ont bénéficié de formations d'arrosage et qui utilisent la méthode du goutte à goutte. Oui, vous êtes en train de rentrer dans les thèmes techniques. Le goutte à goutte, par exemple, est pour certaines espèces végétales. Il y a des espèces végétales qui ont besoin d'une forte humidité tout le temps. Donc, pour ne pas perdre l'eau, pour ne pas trop arroser en un temps record ou pour ne pas trop les assaillir en ressources en eau, on fait du goutte à goutte. C'est-à-dire que c'est une forme d'arrosage qui fait tomber dans en tout cas les environs de la plante par goutte de la ressource en eau pour maintenir l'humidité autour de l'espace racinaire pour permettre à la plante de vivre dans les conditions qu'elle préfère tout le temps. C'est le goutte à goutte, ça. Et donc, c'est une façon aussi d'économiser. Absolument, absolument. Seulement, ce n'est pas toutes les espèces végétales qui acceptent le goutte à goutte. Il y a des espèces qui ont besoin, ça dépend de la phase de développement de l'espèce. Il y a des espèces qui ont besoin beaucoup plus, dans leur phase de fructification, de ressources en eau. Et pas dans les piaisons, par exemple, pas de ressources en eau. Ça dépend de l'espèce, ça dépend de ce qu'on appelle en termes techniques des préférendums et d'affiques de ces espèces-là. D'accord. Alors, si vous permettez, j'ai une dernière question. Allez-y rapidement. Est-ce qu'il revient exclusivement aux agriculteurs d'économiser de l'eau? Absolument. Ce n'est pas seulement aux agriculteurs, c'est tout le monde, parce que tout le monde jouit des fruits du monde agricole. Les ressources en eau doivent être économisées par tout le monde, déjà à la maison. Okay? Vous devez apprendre à vos enfants à la maison déjà comment économiser l'eau. Il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de se laver avec 5 litres d'eau, mais d'autres ne sont pas capables. Moi, chez moi, par exemple, j'ai appris à mes enfants
à utiliser un demi-seau d'eau pour se laver. Wow. Et Oui. c'est possible. Hein? C'est possible, Et c'est vous savez, possible. pour réussir, il faut forcément passer par la colonne de douche. On le sait, ça marche. Mais quand on y va avec nos plastiques, c'est toujours pas évident. Elle s'y connaît bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on retient avec vous, Monsieur Kodjo, que pour réussir les techniques de stockage, ce n'est pas que l'affaire des agriculteurs, c'est aussi l'affaire de tout le monde, c'est vrai. Mais pour les agriculteurs spécialement, il faut déjà avoir une caractéristique topographique, pédologique, pour avoir une idée sur comment est la terre, physique, si elle est perméable ou non, et aussi physique. Absolument. C'est ça, hein, c'est ce que je retiens. Absolument. Mais tout ça, ça a un coût. Oui, ça a un coût, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats de recherche qui dorment dans les placards à l'université. Le chercheur n'a pas la prérogative de forcer le public à venir étudier ou à venir voir qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat. Lorsque le chercheur trouve, il fait des publications, quitte au public d'aller à la recherche de ces informations. Et on va le faire. On va le faire. Nous sommes dans cette dynamique-là, à BB24, n'est-ce pas? Essayer donc à vulgariser toutes ces recherches-là qui dorment, comme vous l'avez dit, dans les placards de nos universités. Il n'y a pas que l'université d'Abomey-Calavi, il y a aussi d'autres centres d'études et puis et de recherche surtout. Merci beaucoup, Estelle Pazou. Je vous laisse dire au revoir à votre invité. On est déjà à la fin. C'est toujours un plaisir de recevoir Monsieur Kodjo pour nos entretiens sur le plateau. Chaque fois un grand plaisir pour moi aussi d'être au service dans cet impressionnant studio pour parler. Ah oui, hein, vous l'aimez le studio? Absolument, absolument. Bon, merci. Voilà, si ça vous donne envie, vous avez envie de venir voir un peu dans quel cadre nous travaillons et que vous avez surtout de très belles idées pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine et pourquoi pas celle mondiale, faites un tour à BB24. Nous sommes dans l'enceinte de l'ORTB, la télévision nationale. C'est la deuxième chaîne de l'ORTB. Voilà, nous sommes là deux. Merci beaucoup, Monsieur Kodjo. On va vous raccompagner avec ceci. Voilà, le monde agricole est passé du monde agricole à l'environnement. Il n'y a même pas du tout du fossé puisqu'il faut un cadre sain pour que l'agriculture se développe. Et c'est justement pour entretenir ce cadre-là que nous allons, dans quelques secondes, faire venir l'invité de Amandine Anyamboussou. Elle-même, d'ailleurs, la fine fleur, elle sera admise autour de cette table. Mais avant, comme à l'accoutumée, on va regarder cet élément et on revient pour le débat. Parmi les déchets toxiques, elle figure en première loge. L'huile de vidange ou l'huile usagée serait un danger pour la planète. Après utilisation, elle est souvent déversée dans la nature avec ses lots de conséquences. Ça permet de chasser aussi les fourmis maillants. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Nous, on a des tonneaux et on les renverse dedans. Si nous on renverse là, ben, certains viennent chercher ça. Ceux qui font les pavés, là, les briques pavées, et ceux qui utilisent les moulins à maïs. L'huile de vidange, c'est de l'huile déjà utilisée et on la jette dans la nature. Et quand on la jette où? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Souvent, les gens les vident dans les caniveaux. Et quand on les vide dans les caniveaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières. Et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer. Au Bénin, la quantité d'huile vidangée le mois est en moyenne de 2 millions de litres, soit 24 millions de litres d'huile à moteur par an, selon les récentes statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Au vu de ces données, la solution va résider dans le recyclage des huiles de vidange. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée encore, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Le recyclage, oui, mais en amont,
La solution est d'opter pour des véhicules électriques. Voilà, Monsieur Bertin Bossou, il est sur ce plateau. Monsieur Bossou, bonsoir. Bonsoir, madame le journaliste. J'espère que vous n'êtes pas timide. Hein? Du tout pas. On ne peut pas avoir affaire aux journalistes et ne pas parler, c'est pas possible ça. On a l'habitude de parler. Amandine est témoin. Ah oui, et je vois Bossou, et ici c'est Agnam Bossou. Oui. Bon, il y a certainement un petit lien quelque part, c'est ça? Une coïncidence heureuse. Une coïncidence heureuse. Alors, pour aujourd'hui, c'est la gestion, ou du moins les huiles de vidange usagées qui sont un danger pour notre environnement. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Donc, on va parler avec vous, Agnam Bossou, c'est sûr, comment... on va parler des impacts de ces huiles-là sur l'environnement et... Pourquoi pas le recyclage aussi, éventuellement? On va aborder peut-être le recyclage après. Mais bon, même si le recyclage est une solution, on va aborder cette question après. Monsieur Bertin Bossou, bonsoir. Merci beaucoup. Dites-nous déjà pourquoi on classe les huiles de vidange usagées dans la catégorie des déchets dangereux. Bon, merci Madame Amandine. Merci à ton collègue. On va faire très simple, monsieur. Excusez-moi, vous allez dire Amandine et ici Karamat. Pour faire simple, on y va? Oui. Allons-y. Oui. Merci Amandine, merci Rissika. Karamat. Merci beaucoup. En fait, les huiles de vidange sont classées parmi les déchets dangereux à cause des substances toxiques, c'est-à-dire les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les substances organiques. C'est à cause de ça qu'on les classe parmi les déchets dangereux. C'est des déchets à risque. Et en quoi ces déchets-là constituent un danger pour l'environnement? Oui, en fait, il faut d'abord commencer par définir ce qu'est huile de vidange usagée. En réalité, c'est des huiles qui proviennent de la synthèse du pétrole brut, du raffinage. Et ces huiles-là perdent leur caractère originel du fait des impuretés. Donc, ces huiles-là, c'est des huiles qui sont classées parmi les déchets dangereux, j'avais dit ça tantôt, à cause des impuretés. Parce que ces impuretés ont des effets néfastes sur l'environnement et par conséquent sur la santé des populations. Et quand on parle d'impact, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes plus clairs ce que ça fait réellement? Est-ce que ça, quand ça attaque le sol, qu'est-ce que ça fait? Quand c'est dans l'eau, quelles sont les conséquences? Pour les produits halieutiques. Oui. Tout à l'heure, au niveau de l'élément qui vient de passer, quand vous mettez l'huile au niveau de l'eau, vous savez, dans l'eau, il y a des micro-organismes, il y a les animaux, il y a les végétaux. Il y a les animaux et les végétaux. L'huile qui se retrouve au niveau de la surface, ça empêche l'oxygène d'atteindre l'eau et les animaux et les végétaux qui y vivent là sont asphyxiés et ces animaux meurent. Or, c'est un écosystème aquatique qui doit être préservé parce que au niveau de la chaîne alimentaire, nous sommes tributaires de ces animaux et de ces végétaux. Oui. Donc, si ces animaux disparaissent, c'est qu'il y a perturbation de l'écosystème aquatique. Donc, le jour où on retrouve des poissons morts dans le lac Nokoué, c'est parce que ces poissons n'ont pas été oxygénés? Oui, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un des facteurs, il y a l'oxygénation et il y a aussi le fait qu'ils consomment des métaux lourds, des polluants qui peuvent être à l'origine ou bien des substances, d'autres substances toxiques. Qui ne sont pas forcément dues aux huiles de vidange usagées. Qui ne sont pas forcément dues aux huiles de vidange. Ça peut être dû à certaines catégories de déchets. Un peu comme le fer qui séjourne peut-être dans l'eau une certaine période. Qui peut libérer certaines substances toxiques. Et dès que ces poissons les consomment, ces poissons peuvent mourir par asphyxie ou bien par inhalation ou bien par au niveau de leur branchie de certaines substances. Et il faut dire également que ces huiles sont peu biodégradables. Oui, ces huiles sont peu biodégradables. C'est pourquoi il faut les traiter selon le décret 2003 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin. Et que dit ce décret-là concrètement? Est-ce que vous pouvez nous aider à... De façon rapide, ce décret met l'accent sur les modalités de collecte, les modalités de transport, de gestion, d'élimination et de valorisation énergétique
de ces huiles usagées. Donc, ce décret interdit à toute personne de jeter, de déposer dans les carnivaux, dans les collecteurs, ces huiles usagées, parce que le but final, c'est que ça va se retrouver au niveau des milieux récepteurs, et ces milieux récepteurs, c'est là où se trouvent les animaux et les végétaux que nous consommons en retour. Et elle avait parlé tout à l'heure du sol. Si vous allez au niveau des garages, oui, vous allez chez les mécaniciens ordinaires, vous allez constater que le sol est noirâtre. Ce sol-là est imbibé. Et même les propriétaires eux-mêmes. Oui, et ça empêche l'infiltration de l'eau. On vient d'entendre tout à l'heure que sans l'eau, les végétaux ne peuvent pas vivre. Les oligo-éléments sont dans le sol. Ces huiles-là empêchent ces oligo-éléments de se fixer au niveau du système racinaire, ce qui fait que ces végétaux-là ne vont pas se développer dans ces milieux où les gens utilisent des huiles usagées et les déverser à même le sol. Mais malgré ça empêche l'imperméabilisation du sol. Oui. Ça fait que le sol n'est pas gorgé d'eau et c'est des problèmes secondaires. Des problèmes secondaires comment? Oui, en fait, c'est une pollution du sol. La pollution du sol a des impacts sur les végétaux. Les végétaux ne grandissant pas, on ne pourra pas trouver de la nourriture. C'est la sécurité alimentaire qui nous menace. Donc, la pollution a un impact sur la santé, ça a un impact sur le secteur agricole, ça a un impact sur tous les secteurs d'activité. Mais malgré l'existence du décret dont vous venez de parler, on constate dans nos villes et autres que les gens continuent de déverser ces huiles-là n'importe comment. C'est pas, ça devait être géré comment alors? Oui, en fait, ils doivent avoir des fûts, des tanks où récupérer ces huiles usagées. Et en faire quoi après? Et en faire quoi? Il y a des sociétés de collecte de ces huiles usagées qui les envoient dans les sociétés cimentières. Au ministère du cadre de vie, on a donné des agréments, par exemple à une société cimentière à Onik-Bolo, qui récupère ces huiles usagées, qui les utilise comme combustible pour faire tourner leurs machines. Donc ces huiles usagées constituent une source d'énergie en quelque sorte. C'est de ça même que le décret dit la valorisation énergétique de ces huiles de vidange usagées. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes sont informés? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils vont devoir payer forcément quelque chose? Non, on ne paye rien à la société de ciment d'Onik-Bolo. Onik-Bolo les reçoit gratuitement pourvu que vous leur amenez ces huiles usagées. Mais au préalable, vous devez faire des analyses pour être sûr que ces huiles ne renferment pas des déchets, des substances toxiques qui doivent être encore... Comment savoir? Il y a des laboratoires agréés au Bénin et qui font des analyses de ces huiles. Vous allez à l'université d'Abomey-Calavi, surtout à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, vous avez de ces laboratoires. Même il y a des laboratoires en ville, des laboratoires du ministère de la Santé peut le faire. À l'université, il y a beaucoup de laboratoires. Maintenant, si l'huile contient des métaux lourds, comme vous venez de le dire, et que la cimenterie refuse. Non, la cimenterie peut accepter et là, elle prendra ses précautions avant de les utiliser. On peut envoyer des substances, des absorbants de ces substances chimiques et là, ça peut retirer un pré-traitement avant l'utilisation. Et c'est la seule forme de valorisation de ces huiles? Non, il y a la transformation de ces huiles de vidange en de nouvelles huiles parce qu'en réalité, c'est les propriétés qui sont perdues. Les caractères originels, les caractéristiques. Il est possible donc de faire retrouver ces propriétés perdues à ces huiles déjà utilisées. Oui. Il y a des sociétés qui s'investissent. Il y a une société qui a demandé un agrément actuellement au ministère et nous sommes en train de traiter ça. La société va collecter des huiles à Fidjrosset et va les traiter à Alada. Cette société, c'est comme une raffinerie. C'est une raffinerie, donc ces huiles seront raffinées et les substances chimiques, les substances nocives seront retirées de ces huiles de vidange et ça deviendra de nouvelles huiles qui pourront être injectées au niveau des moteurs pour participer à la lubrification de ces installations. Et qui sont ceux-là alors qui peuvent recycler les huiles usagées? Oui, ceux qui peuvent recycler, c'est ceux qui ont des dispositifs
et ceux qui ont un agrément pour. Il faut nécessairement avoir l'agrément. Ah oui, il faut forcément le décret. Donc moi, je ne peux pas me lever et dire, oui, bon, si maintenant, voulez... comme ça constitue un danger pour l'environnement, je décide de recycler les huiles usagées. Mais vous écrivez au ministère en charge du cadre de vie. Et il y a des dispositions à prendre. Quelles sont ces dispositions? Est-ce qu'ils peuvent déjà avoir un avant-goût avant de se rendre au ministère? Là où vous devez installer ces usines, vous devez faire une étude d'impact sur l'environnement. Pour voir ces études d'impact sur l'environnement permettra de localiser ou de vous préciser les impacts potentiels, bien sûr, que votre activité aura sur l'environnement. Et ceux qui vont travailler avec vous, il y a des dispositions à prendre pour que ça n'affecte pas la santé de ceux-là. Donc, c'est tout ça là qu'on regroupe dans une étude d'impact sur l'environnement. Et là, vous déposez, il y a une commission interministérielle à l'Agence béninoise pour l'environnement qui statue. L'ABE. Et dès que c'est validé, on transmet ça à l'autorité, c'est-à-dire au ministre en charge du cadre de vie, qui délivrera un certificat de conformité environnementale. À ce titre, vous êtes autorisé maintenant à prendre l'agrément et vous pouvez continuer par RZC. Mais nous avons un suivi, un contrôle qui de temps en temps, il y a des policiers de l'environnement qui doivent passer dans votre unité pour un audit, pour s'assurer que ce qui est contenu dans le plan de gestion environnementale et sociale est respecté pour que la population qui se trouvera autour de ces usines-là vive dans un environnement sain et que le cadre de vie, parce que nous avons pour mission la préservation du cadre de vie des populations. Alors, mais déjà, qu'est-ce que vous faites pour inciter les acteurs à le faire? Parce que c'est après tout l'intérêt national qu'on privilégie. Quelles sont les actions concrètes sur le terrain? Tous ceux qui viennent au ministère en charge de l'environnement pour demander des agréments, il n'y a pas un blocage. Au contraire, nous les encourageons, nous leur donnons des directives et nous leur facilitons la tâche. On leur indique la conduite. Ça, c'est au niveau du ministère, maintenant sur le terrain pour la sensibilisation et pour la sensibilisation. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas encore l'importance les conséquences que ces huiles-là peuvent causer à l'environnement. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour sensibiliser le plus petit mécanicien, par exemple? Oui, nous avons des actions, nous avons des projets tels que le projet de lutte contre la pollution atmosphérique. Dans ce projet, par exemple, on a formé des garagistes. On a formé des garagistes et à ce niveau, pour former des garagistes, en dehors du moteur, on leur parle aussi du décret par rapport à la gestion des huiles usagées au niveau de ces mécaniciens. Mais nous faisons la formation des formateurs. Donc, c'est à eux maintenant de dupliquer cette formation auprès des plus petits. Parce que le ministère descend bien sûr, mais ne va pas aux plus petits. Donc, il y a des relais. Il y a des relais, mais nul n'est censé aussi ignorer la loi. Quand vous voulez entreprendre une activité et que vous ne connaissez pas, vous vous rapprochez des structures compétentes pour vous renseigner. Et est-ce que ces actions dont vous venez de parler ont déjà porté? Est-ce que ça porte? Oui, ça porte. Si vous allez aujourd'hui dans les grandes sociétés de fabrication ou bien de montage des véhicules ou bien de réparation des véhicules, vous allez constater qu'ils disposent de tanks pour le recueil de ces huiles usagées. Je ne peux pas citer une société, bon, au risque d'en oublier d'autres, mais les grandes sociétés aujourd'hui qui vendent des véhicules à Cotonou disposent des tanks pour récupérer ces huiles usagées. Donc on vous donne encore alors l'occasion de lancer encore un appel pour sensibiliser. Oui, l'appel à lancer, c'est que tous ceux qui ont des garages ou tous ceux qui disposent des huiles usagées ou bien des stations-service qui ont de ces huiles usagées, qui se rapprochent des sociétés cimentières telles que Onibolo et convoyer leurs huiles de vidange dans ces sociétés. Ne plus les jeter dans les cours d'eau. Non, on ne doit pas les jeter dans les cours d'eau. Ni les brûler. Ni les brûler, parce que ça libère des HAP, c'est-à-dire des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont dangereux pour l'organisme et qui sont dangereux pour l'environnement. Donc, ce n'est pas bon. Donc, l'appel à lancer, c'est qu'ils se rapprochent de ces sociétés cimentières qui attendent ces huiles de vidange usagées pour assurer le fonctionnement de leur entreprise. Merci beaucoup à vous. Oui, une fois cette démarche-là faite, il ne reste qu'à la société cimentière donc, de faire le déplacement, de se donner une fréquence pour descendre dans ces garages-là et recueillir ces huiles, c'est ça?
Oui, pour finir. En fait, la société est disponible. Il suffit que vous les rassemblez et vous les convoyez vers... Vous les convoyez vers la société. Ah, donc c'est aux acteurs de convoyer. Ce n'est pas la société de venir chercher. Ils ne prennent pas de l'argent. Ils ne prennent pas de l'argent. L'effort à faire par la société. Leur rôle, c'est de nous débarrasser les garages de ces huiles vidangées. De vidange usagé. Merci beaucoup, Monsieur Bertin Bossou. Je rappelle à nos amis que vous êtes chef gestion, pollution et nuisance. C'est bien ça. À la Direction générale de l'environnement et du climat du ministère du cadre de vie et du développement durable. Voilà qui est précis. Merci beaucoup aussi à vous, Amandine Niambossou, pour ce temps d'entretien. J'espère que le message est tombé dans de très bonnes oreilles. En tout cas, si vous êtes un tenancier de garage, vous savez le geste, le bon geste à faire pour sauvegarder et sauver, pourquoi pas, notre environnement si cher à nous. Alors, troisième rubrique avant le journal, c'est Web Actu. Voilà, nature et bien-être est passé. Actu Web est là, Adonis Bon avec nous. Adonis et sa tablette de laquelle il nous pioche donc ces petites informations du net. Bonsoir Adonis. Karamat, bonsoir. Toute resplendissante, hein? Je me permets. Je vais très bien en tout cas. Et le plan, c'est pour les auditeurs, les téléspectateurs, j'allais dire. C'est pour leur faire plaisir. Enfin, si vous avez aimé, c'est tant mieux. Certainement qu'ils ont aussi aimé. Ils me le disent. C'est vrai en plus. Vous avez souvent le feedback des téléspectateurs et des auditeurs aussi du côté des radios. Ça, c'est vrai? Oui, oui. Et au fond, le retour de ce que nous faisons? Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir brièvement? On en reviendra là. Vous êtes sûr? Quand est-ce qu'on va en parler? On va en parler peut-être d'ici vendredi. D'ici vendredi, oui. Promis. On promet devant les téléspectateurs. On promet. Ils seront là vendredi. Oui. Alors, première information aujourd'hui, le Bitcoin qui reprend des couleurs. Oui. On en parle sur cette tribune. Oui. Suite aux menaces de régulation des autorités sud-coréennes, le Bitcoin avait commencé à perdre de la valeur. Mais récemment, les autorités sud-coréennes sont revenues sur la décision d'accepter le Bitcoin, mais à une condition que cela fasse objet de transactions normales. Suite à cette information, le Bitcoin a commencé à reprendre de la valeur et maintenant est évalué à plus de 11 735 $. Donc, hier, déjà à 22h GMT, un Bitcoin coûte 11 737 $. Donc, c'est l'assouplissement des autorités sud-coréennes qui a permis au moins l'augmentation de sa valeur. Ça, c'est l'initiative de Séoul. Oui. Merci beaucoup. Alors, la journée s'empresse au Tchad pour dénoncer les agressions de journalistes. Oui, au Tchad. Les journalistes continuent d'être agressés. Oui, au Tchad, aujourd'hui, il n'y a eu aucune parution dans les kiosques. Aujourd'hui, une terre a été dédiée, journée sans presse, décidée par l'Union des journalistes tchadiens en collaboration avec d'autres organes de presse tchadiens. Ils protestent pour manifester leur ras-le-bol contre les agressions que subissent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que vous avez été victime de ces agressions, enfin, parce qu'il y a plusieurs formes d'agression, il y a l'agression verbale et physique. Est-ce que déjà verbalement... Verbal et physique, les deux. Ah oui, en tant que journaliste, pas en tant qu'Adonis, l'homme à la maison, non pas ça. En tant que journaliste. En tant que journaliste. Oui. On va en finir. Oui. Alors, Facebook qui ouvre sa base de données afin d'aider une étude sur les inégalités sociales. Oui, c'est une étude qui a démarré aux États-Unis par un économiste de Stanford qui pioche dans la vaste base de données que possède Facebook afin de conduire son étude sur les inégalités aux États-Unis. Une collaboration qui permettra au réseau social qui veut se racheter auprès de ses utilisateurs après ces 2 terribles années. Accusé de faire plus de mal que de bien à la société américaine, avec les fake news, le temps passé sur les réseaux sociaux, la solitude et la dépression, Facebook cherche à se racheter avec une bonne conduite. Après les annonces de soutien récemment que Mark Zuckerberg a apportées dans l'opinion, il a accepté finalement d'ouvrir sa base de données aux chercheurs. Il s'agira d'analyser les inégalités sociales qui prévaut dans ce pays-là, en se basant sur le temps de connexion, sur les réseaux sociaux, les informations utilisées, la manière dont elles sont utilisées. Ça.
On en parlait hier dans la rubrique Expert avec Maître Seibou Abou qui nous parlait donc de la journée du 20 février qui est depuis 2009 est proclamée journée la journée sociale. Oui. C'est une journée de justice sociale. Oui. Voilà, donc je crois que les deux vont de pair. Oui. Donc c'est juste un prolongement de la journée d'hier. Donc merci beaucoup pour cette initiative de Facebook. Et c'est suite à cette information que nous mettons un point final. Donc à ActuWeb de ce soir, chers amis, vous avez compris, quand ActuWeb finit, c'est pour vous dire que le journal va démarrer d'un moment à l'autre. Nadège Soni est déjà dans le décor pour la présentation. On y va. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. Entre le 19 et le 28 février, quelle date retenir pour se souvenir de la conférence des forces vives de la nation à suivre les appréciations de Maître Marie-Élise Bédot. Regroupées en association, les femmes entrepreneurs agricoles sont à la recherche de débouchés pour l'écoulement de leurs produits. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. La Biennale Lagune-Image, Festival international de films, de télévision et de documentaires du Bénin, démarre ce jeudi à Cotonou. Un zoom sera fait sur le 7e art au Bénin. Quelle date faut-il retenir en définitive pour célébrer la conférence nationale? Est-ce le 19 février ou alors le 28, date de la fin de cette conférence des forces vives de la nation? C'est une série de questions qui revient fréquemment. BB24 s'est rapproché de Maître Marie-Élise Bédot. On suit ses propos au micro de Anno Adadja. La période de la conférence nationale, c'est du 19 au 28 février. C'est ça la durée. Mais quelle est la date fatidique, positive, qui a fait notre conférence nationale? Pour moi, ce n'est pas le 19. Bien sûr que le 19 est le point de départ. Pour moi, c'est le 28 février qui est la date qu'il faut commémorer. C'est autour de cette date que nous devons nous retrouver. Parce que le 28 février, c'était soit la guerre nationale, soit la démocratie. Le président Kérékou, contrairement à ses ministres de l'époque, ses collaborateurs, a choisi le 28 février 1990 pour dire qu'il accepte toutes les résolutions de la conférence nationale. Mais vous ne pouvez pas savoir la délivrance que ça a constitué pour nous dans nos maisons, dans tous les pays, dans tout le pays. C'était des cris de joie. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas continuer de faire, d'entretenir cette flamme du 28 février pour commémorer notre conférence nationale. Vous savez que les décisions, c'est-à-dire les décisions de cette conférence nationale qui a ouvert le pays sur la voie de la démocratie, a fait école dans toute l'Afrique. Les femmes entrepreneurs agricoles du Bénin sont confrontées à deux problèmes majeurs, la recherche de financement et surtout l'inexistence d'un marché continu pour l'écoulement de leurs produits agricoles. Face à ces obstacles qui se dressent sur leur chemin, ces femmes sont à la recherche de moyens pour faciliter l'entrepreneuriat agricole. Comment y parvenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Monique Toron, Machel Betoro et présenté par Rodrigue Babagbeto. L'entrepreneuriat chez les femmes agricoles de nos jours n'est plus à démontrer. Comme dans plusieurs autres secteurs d'activité, les femmes agricoles s'investissent davantage dans la recherche des techniques modernes pour la valorisation des produits agricoles.
Malgré ce désir ardent de réussite qui les anime, elles sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Il y a principalement 3 aspects. Il y a l'aspect lié au foncier, puisque l'accès à la terre à la femme n'est pas chose aisée. Nous avions également les difficultés liées au financement adéquat. Je dis bien adéquat, c'est des crédits de taux d'intérêt faibles qui nous intéressent et dont les échéances de paiement doivent être en adéquation avec les campagnes agricoles. Et un dernier point, c'est l'accès à des intrants de qualité. Ayant compris l'enjeu et les défis à relever dans le monde agricole, les partenaires financiers et autres structures d'aide financière se disent prêts pour accompagner toutes ces femmes entrepreneurs qui n'ont qu'un seul vœu, valoriser leur secteur d'activité afin de contribuer au développement économique du pays. Il faut qu'on amène les femmes vers une certaine professionnalisation. L'accès au marché pose problème faute de professionnalisation. C'est pourquoi on a décidé que les femmes soient en association et une fois mises en association, elles pourront porter leur étendard plus loin et leurs produits pourront avoir accès au marché national et pourquoi pas au marché international. Le gouvernement, pour sa part, promet mettre à disposition de ces femmes entrepreneurs les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Je crois qu'actuellement, le ministère en charge de l'agriculture est en train de travailler pour créer le Fonds national de développement agricole, FNDA, qui sera opérationnel dans quelques jours. L'ensemble du dispositif est déjà en place, le fonds est déjà là, le directeur général est nommé déjà en conseil des ministres et travaille pour consulter d'abord son équipe et lancer les activités. Les femmes entrepreneurs agricoles sont désormais outillées pour une production de bonne qualité attendue sur le marché de la consommation des produits agricoles. Cotonou accueille depuis hier un atelier régional de renforcement de la surveillance au VIH-Sida chez les patients. Les participants sont venus de 19 pays d'Afrique francophone. Les travaux durent 112 heures. Logiciel libre accessible via le web. Le DHIS2 est un nouvel outil mis à la disposition des gestionnaires du programme VIH et des responsables suivi-évaluation en Afrique. C'est un outil qui est déjà utilisé au niveau des districts pour la collecte des indicateurs de santé pour que c'est une seule collecte qui se fasse au niveau des districts, pas les indicateurs verticaux que par exemple au niveau du paludisme ils ont leurs indicateurs, au niveau de la tuberculose, mais on utilise cet outil pour collecter directement pour toutes les maladies. Après l'Afrique anglophone, c'est au tour des acteurs de l'Afrique francophone, soit 19 pays, le Bénin y compris, de bénéficier de cet atout. On veut aider les pays à améliorer leurs données, la qualité des données, en vue d'assurer une prise en charge de qualité des personnes vivant avec le VIH d'abord, mais c'est surtout aider les pays dans l'utilisation des données pour la prise de décision. Et comme nous avons les objectifs des 3,90, donc c'est dans ce sens que nous organisons cet atelier de 3 jours pour les pays francophones. L'atelier anglophone a été déjà fait depuis l'année dernière. Cet outil devra permettre, au terme de la formation, non seulement la suppression virale des personnes vivant avec le VIH, mais aussi la réduction du taux de mortalité lié au VIH. Ces nouvelles lignes directrices se concentrent sur le renforcement de la surveillance individuelle des patients pour améliorer, comme ça a été signalé, non seulement la qualité des soins, la rétention du patient et les liens, surtout entre les différents services, par exemple le dépistage et le traitement, et les liens entre les différents établissements de santé au fur et à mesure que les gens se déplacent au cours de leur traitement et de leurs soins. Une appropriation de ce logiciel serait un soulagement dans l'amélioration des différents programmes nationaux autour du VIH. La 8e édition du festival Lagune Image démarre ce 22 février pour s'achever le 25 février prochain à Cotonou. Les métiers du cinéma, c'est le thème retenu pour cette édition. Pour annoncer l'événement, les organisateurs ont donné une conférence de presse à l'Institut français de Cotonou. Compte rendu. La Biennale Festival Lagune Image, 18 ans déjà, 8e édition. Le festival Lagune Image, c'est un festival qui organise des projections pour les populations à travers la ville de Cotonou
c'est une biennale, donc c'est tous les 2 ans. C'est un festival qui organise également des formations, des renforcements de capacités, des masterclass et aussi toutes sortes d'activités festives pour essayer de resserrer le lien social entre les professionnels et les cinéphiles. Février 2018, les métiers de l'audiovisuel et du cinéma entrent dans la ronde du festival avec au menu 2 ateliers de formation. On a Madame Inès Johnson qui est venue pour animer de Berlin un atelier de peinture scénique au cinéma et au théâtre. On a Monsieur Michel Alexandre qui est venu pour animer un atelier de scénario de films policiers. De scénario policier, mais en fait c'est le scénario en général, pour expliquer, transmettre le savoir sur la dramaturgie, comment on écrit une histoire, comment on écrit un scénario, comment on le dialogue, pour le cinéma, mais également pour la télévision. 3 masterclass. On a Madame Monique Pobar qui est la maman du festival, qui a créé le festival, qui va venir animer une masterclass. On a des réalisateurs qui vont venir du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Et on a exceptionnellement le FESPACO qui nous envoie son représentant, Monsieur François Akwabou. Et 7 espaces de projection. À Fil-Rosset, à Calavi, à Atropokodji, à Kounou et à Ganri, donc dans les espaces culturels. Des projections gratuites de films que vous ne verrez probablement pas à la télévision. Pour ouvrir le bal des projections toutes gratuites, 3 films au programme au Festec à Abomey-Calavi le 22 février nuit. Kindred Souls de Teddy Attilo à 20h. À 20h30, Lio de Florida Zosungbo et Huedizo de Oncle Bazar. Après la dernière édition organisée depuis 2013, le festival Lagune Image reprend donc de plus belle. On a heureusement eu des partenaires fiables, des partenaires sérieux et je crois que c'est reparti, le festival est maintenant reparti sur de bons pieds. C'est donc parti pour une nouvelle édition et bien d'autres encore de la Biennale Festival Lagune Image. Aux cinéphiles de prendre d'assaut les espaces de projection afin d'y passer de bons moments. Tout simplement avec bonheur, en étant heureux. Après le Pakistan, le 2e pire taux de mortalité néonatale au monde se retrouve en Centrafrique selon l'UNICEF. Dans les hôpitaux du pays de Akange-Touadéra, un enfant sur 24 meurt durant le premier mois de vie. Un seul hôpital dispose de 2 couveuses de matériel adapté dans le pays. C'est un commentaire sur image de Rodrigue Babagüeto d'après les sources de l'AFP. Dans la maternité de Boali, à 100 km de la capitale centrafricaine Bangui, les gémissements qui filtrent de la salle d'accouchement n'expriment aucune promesse de bonheur. Sur ce lit métallique, cette femme pleure son enfant, mort en couche. Dans cette maternité, comme dans beaucoup de centres de santé du pays, le sol bétonné est imbibé des larmes de mères endeuillées, car cette femme n'est ni la première ni la dernière à subir un tel drame. En Centrafrique, un enfant sur 24 meurt durant son premier mois de vie, le 2e pire taux de mortalité néonatale au monde, selon un rapport de l'UNICEF. Il y a beaucoup de problèmes maintenant, surtout au niveau des soins maternels et infantiles. Il n'y a qu'un seul médecin qui est dans la sous-préfecture de Boali. Vous savez, selon les normes de l'OMS, un médecin pour 10 malades. Or, présentement, un médecin, c'est pour 30 malades. En ville, une femme sur 2 bénéficie d'au moins une consultation prénatale. La proportion tombe à 1/4 en milieu rural. Cette faible fréquentation est d'abord due au coût des soins et des médicaments, tous à la charge du patient. En Centrafrique, un accouchement coûte 1000 francs CFA, alors que 76% de la population vit dans l'extrême pauvreté, soit avec moins de 10 000 francs par jour. Aussi, plus de la moitié des infrastructures de santé du pays sont gérées par du personnel non qualifié ou des volontaires. Vous voyez qu'il y a beaucoup avec 7 régions sanitaires. Il n'y a qu'une seule région, la région 7, qui a ses 5 pédiatres. Vous voyez tout ce qui reste à faire sur le plan des ressources humaines. Maintenant, vous descendez côté paramédical.
vous voyez que là aussi, même si le nombre est assez important, ça ne suffit pas pour couvrir tout le pays avec toute la compétence qu'il faut. La République centrafricaine et ses 4,5 millions d'habitants ne comptent que 5 pédiatres, 7 gynécologues obstétriciens qui résident tous à Bangui et environ 300 sages-femmes. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez Amandine Anyambosou demain à 12h45. Le grand rendez-vous se poursuit. Nous sommes déjà avec notre expert. On va le recevoir après ça. Il est professeur certifié, il s'appelle Emmanuel Guendéou. Il a accepté de venir sur notre plateau partager avec nous donc cet amour pour les livres, les ouvrages. Alors, Monsieur Guendéou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez beaucoup attendu, hein? Oui. Mais c'est comme ça se passe, c'est pour la bonne cause. Hein? C'est pour la bonne cause. Alors, dites-nous déjà un ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ouvrage, ouvrage scolaire? C'est quoi? Bon, un ouvrage scolaire, d'abord, il en existe tellement. Parce que si nous prenons le cours, les apprentissages, actuellement, nous sommes dans le système APC, approche par compétence. Et là, il faut forcément des supports de cours. Ces supports-là aussi permettent aux apprenants de faire son apprentissage. Parce que avant, en votre temps, c'est tellement que le professeur venait seul et puis il essayait de griffonner quelque chose au tableau. Il aborde une histoire qui débouche sur, comment dirais-je, le cours en réalité, et ça y est, le cours a commencé. Mais maintenant, c'est plus ça. On permet à l'élève de réfléchir par lui-même pour proposer, pour faire son apprentissage lui-même. C'est-à-dire, on part des supports, on donne des supports. Et ces supports, il y en a, il y a deux catégories. Hein. Il y a les supports littéraires et les supports scientifiques. Si on généralise. Oui. Nous ne sommes pas encore à l'étape de livre. Ça, c'est des documents d'accompagnement. C'est des documents d'accompagnement. Ah, donc c'est différent. Oui, c'est différent. Moi, je parle des supports didactiques qui permettent à l'apprenant d'asseoir son apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas le professeur ou l'enseignant qui détient tout le savoir. On permet à l'élève même de s'exprimer et de proposer. Et est-ce que ces ouvrages, justement, font partie de la liste de ce qu'il faut fournir avant le démarrage de chaque année scolaire? Non, non. Ça, là, c'est des fiches, normalement, qui devraient être proposées par l'enseignant. En lieu et place, il y a des groupes d'enseignants qui fabriquent également des supports qu'on appelle des supports didactiques qui permettent, c'est-à-dire que ces groupes d'enseignants regroupent leurs fiches en un support pour que l'élève ne soit pas amené chaque jour. Donc ça veut dire que l'élève peut même déjà avec ces supports didactiques dont vous parlez, anticiper sur le cours. Oui, anticiper sur le cours. Qui va suivre. La preuve est que lorsque vous donnez ces supports didactiques à l'apprenant, vous le laissez et vous lui donnez d'abord du temps et il essaie de réfléchir lui-même. Et il propose des réponses. On leur demande maintenant de se mettre en groupe pour réfléchir toujours sur la même chose. Et il y a des questions, bien sûr, pour guider l'apprenant. Et il propose maintenant des réponses selon leur compréhension. Maintenant, on fait une plénière où on met tous les groupes de la classe, les connaissances de tous les groupes de la classe en jeu pour maintenant tirer les réponses les meilleures qui pourraient cadrer avec le sujet. Ma préoccupation, elle revient. Est-ce que ces supports-là, on les catégorise comment ou bien c'est juste généralisé? Nous avons ce que vous voulez, vous voulez parler des manuels, des manuels scolaires. C'est ça, des livres, vous voulez parler des livres. Non, mais est-ce que même déjà les supports didactiques là, dont on parle actuellement, il doit en avoir certainement pour le français, il doit en avoir aussi pour les mathématiques, il doit en avoir aussi... Je vous dis que c'est des fiches, donc tout professeur qui vient doit amener une fiche. Maintenant, quand on doit sérier tous ces supports, en combien de groupes on peut les... Bon, nous avons des supports, comme vous venez de le dire, il y a des supports littéraires, il y a des supports scientifiques.
D'accord. En tout cas, au secondaire, c'est les deux types. C'est ce que je voulais comprendre. Oui, c'est les deux types que nous avons. Maintenant, vous voulez aborder les livres. Si on vient au niveau des livres, il y a également des livres littéraires et des des livres scientifiques. Alors maintenant, revenons au contenu. Que doivent contenir normalement ces supports-là que habituellement, je ne sais pas, hein, vous êtes professeur, vous devrez en savoir quelque chose, que généralement les enseignants eux-mêmes mettent à la disposition des apprenants. Oui. Bon, généralement, avec les APC, nous avons constaté que les documents qu'on nous importe étaient devenus caducs. Donc, il y a des enseignants inspirés, c'est-à-dire qui voulaient quand même des exercices qui sont en adéquation avec les APC. Ils essaient maintenant de regrouper ces exercices pour former des livres, pour que ça réponde réellement. Est-ce que ces bouquins-là, justement, est-ce qu'ils sont demandés par les fondés d'école pour le suivi de l'année scolaire? Non. Est-ce que c'est demandé vraiment? Oui. Lorsque nous faisons, lorsque les enseignants font ces livres, ils envoient, normalement ils proposent. Voilà ce que nous avons fait. On propose maintenant à la DIPIC. Qu'est-ce que veut dire les inspecteurs? Le collège des inspecteurs statue dessus pour voir. Ils vont essayer de trier. Tous les documents sont bons, a priori, mais ils essaient de trier ceux-là qui collent beaucoup plus au programme en vigueur, qui peut-être peuvent permettre réellement aux apprenants d'atteindre les objectifs qui sont visés par les APC. Donc, ils proposent ces documents et ils sortent une liste. Et cette liste-là, c'est ça qu'on met maintenant, c'est cette liste de livres, on met ça sur, c'est-à-dire on constitue une liste qu'on envoie au chef d'établissement, qui propose aux parents. Alors, et c'est ces livres-là que les parents achètent. D'accord. Maintenant, comment est-ce que ces bouquins-là doivent-ils, ou ces supports, doivent-ils aider les apprenants ou l'apprenant à améliorer ses résultats en classe? Est-ce qu'il y a une façon pour lui de faire? Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit à la base. Hein? Oui, naturellement. Naturellement. Et généralement, lorsque un éditeur, il édite son bouquin, c'est en fonction d'une demande. C'est en fonction d'une carence. Voilà, il sent qu'il a une carence. Ou lui, il voit qu'il a quelque chose Maintenant, à cette carence, on suppose qu'elle est déjà réglée, qu'elle a trouvé solution. Maintenant, pour les apprenants eux-mêmes, comment est-ce que... Oui, c'est ça que je dis. Lorsque l'apprenant a le document en sa possession, généralement, il y a une première erreur que les apprenants font et les documents n'aident pas réellement. Qu'est-ce qu'on fait si ces documents avaient de corriger? Au lieu de commencer par les exercices, des fois, certains commencent par les corriger. Et même si vous voulez faire les exercices, vous ne devez pas aller aux exercices sans apprendre les cours. Nous disons généralement que les apprenants redoutent les mathématiques. Je prends ce cas. De façon générale, la bête noire des apprenants depuis fort longtemps, en tout cas, j'en sais aussi quelque chose, et vous aussi certainement, un professeur, la bête noire des élèves, ce sont les sciences, mathématiques, physique, la série F. Pourquoi ça a été comme ça? Et aujourd'hui, je crois qu'il faut travailler pour beaucoup plus intéresser les élèves à la chose scientifique. Je crois que ce travail est en train d'être fait. Et c'est des conseils qu'il faut prodiguer d'abord aux apprenants eux-mêmes. Les gens estiment que les mathématiques, c'est seulement les exercices. C'est d'abord la toute première erreur que les apprenants font. Lorsque vous avez acheté un document, avant de faire un seul exercice dans ce document, vous êtes obligé d'abord d'aller apprendre le cours. Si vous n'apprenez pas le cours, parce que les réponses sont d'abord dans le cours, il faut d'abord maîtriser le cours. Mais souvent, les apprenants ne vont même pas, ils n'ouvrent pas leur cahier et ils prétendent qu'ils vont faire les exercices. En ce temps, ça les repousse. Il y aura que les réponses, c'est-à-dire pour trouver ces réponses, il faut d'abord partir du cours. Donc, la mathématique, c'est d'abord, si vous questionnez, parce que nous avons fait ces enquêtes sur le terrain, on remarque généralement que lorsqu'on demande à un apprenant de faire les exercices, surtout de mathématiques ou de physique, il ne lise jamais le cours. Ce que certains professeurs ont commencé par faire, des professeurs de mathématiques, bien sûr, pour apporter une solution à cette crise, à cette carence en mathématiques que nous notons, ils sont obligés de demander aux apprenants, ils viennent, ils font des interrogations orales, comme c'est demandé, et même des évaluations
formative, c'est-à-dire pas forcément pour mettre une note, mais pour voir ce que l'élève, c'est-à-dire le rendement de l'élève par rapport au cours et par rapport aux exercices d'application. Lorsqu'un élève veut bosser en mathématiques, il faut d'abord qu'il apprenne correctement le cours, qu'il maîtrise le cours. S'il ne comprend pas le cours, qu'il aille poser des questions au professeur. Ça là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous attendez de moi en posant, c'est-à-dire en opérant de telle manière? Donc la pédagogie voudrait quand même que l'élève révise d'abord ses cours. Très bien, révise d'abord ses cours, qu'il fasse d'abord les exercices d'application avant de commencer les exercices proprement dits. Et là encore, il y a une hiérarchisation à faire. Qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que l'apprenant commence par l'exercice le plus dur. Et vous allez voir, si vous prenez certains livres de mathématiques, que je ne vais pas citer ici, vous allez constater que les gens hiérarchisent. Ils mettent peut-être une croix ou bien une star. À des moments donnés, là, pour certains exercices, 2 stars, 3, 4. Ça veut dire que de façon progressive, vous suivez un peu? Je vous suis, progressive, les difficultés vont en croissant. Mais lorsque l'élève commence déjà de façon décroissante, c'est-à-dire du plus difficile. Parce que les petits exercices, lorsque vous commencez par aborder les petits exercices, parce que le gros exercice dont nous parlons renferme de petites questions qu'il faille. Donc il n'y a pas question d'extrapoler les étapes préliminaires. Non, il faut pour s'attaquer au grand, il faut forcément y aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Il faut un pas, en plus 2, en Premier plus 3. pas d'abord, c'est les exercices d'application. Les élèves nous suivent maintenant, ils doivent savoir qu'il faut d'abord faire les exercices d'application. Apprendre le cours, faire d'abord les exercices d'application. Et si on trouve un livre qui va en crincher d'eau, il faut suivre les étapes et ne pas brûler ces étapes. Sinon, ils vont constater que, écoutez, vous ne savez même pas comment on aborde les toutes premières notions et vous allez maintenant aux notions beaucoup plus corsées. Vous ne pourriez pas démarrer. Et on dit que les mathématiques, les PCT et dans une bonne mesure aussi, les SVT sont durs, les sciences sont dures, j'irai faire les lettres. Encore que nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe parce que ces élèves-là écrivent en français et nous lisons en anglais. Vous remettez là en cause encore leur niveau en langue. Oui. Le français à la base. Oui, le français à la base. Le français à la base. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de série. Si on va au secondaire, il y a des gens qui n'ont pas de série. Justement, est-ce que cela ne remet pas en cause la méthodologie même que les professeurs utilisent pour livrer leurs cours, les enseignants de façon générale? Est-ce que ce n'est pas la méthodologie qu'il faut revoir? Bon, par rapport à la méthodologie, je ne crois pas que ça soit réellement la raison. Parce que quelle que soit la méthodologie qu'on va adopter, il faut forcément que l'élève travaille. Première des choses. Et bon, je ne parle pas des rescapés. Sinon, normalement, si c'est un professeur qui s'y connaît, qui a suivi régulièrement sa formation professionnelle, il y a la manière. Parce qu'une chose est d'avoir les notions académiques, mais l'autre chose aussi est d'avoir la capacité de transmettre le savoir. C'est ça. Et c'est ça que nous appelons... Est-ce que tous les professeurs ont justement ce potentiel-là? Est-ce que tous les professeurs, les enseignants qui se retrouvent en face de nos apprenants, est-ce qu'ils ont comment je vais dire, ils sont dans cette posture-là pour livrer le message avec l'art et la manière tel qu'il le faut pour que le message soit bien reçu? Non, ce que je dis, pour la plupart, il y a certainement des brebis galeuses, mais pour la plupart, les enseignants... Est-ce que ce n'est pas à la base un manque de formation aussi, un manque de formation accentué sur le côté professionnel? Oui, je suis d'accord. Et ça, là, bon, là, les responsabilités sont partagées. Voilà. Parce que là, nous allons inverser l'État. Parce que, vous savez, ce ne sont pas tous les collègues enseignants qui ont les finances nécessaires pour faire face à une formation professionnelle qui coûte les yeux de la tête pour l'enseignant. Peut-être on va dire 500 000, 700 000. Vous voyez, c'est un peu cher pour l'enseignant. Donc nous allons demander à l'État, qui peut-être fait déjà, on ne peut pas, je prends le cas du président, il est le père de la nation. Quels que soient les problèmes, il doit accepter. Injecter aussi une bonne partie
dans la formation. D'accord. Aujourd'hui, on parle d'ouvrage scolaire, comment améliorer ses résultats pour les apprenants. Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi, est-ce qu'il faut cette forme-là, ces supports-là, est-ce qu'il ne faut pas les revoir où il y a déjà l'exercice et le corriger à côté? C'est-à-dire quand l'élève lui-même, il prend, il voit déjà le résultat. Est-ce que cela ne l'amène pas vers la dérive? C'est-à-dire qu'on réserve peut-être les corriger dans un autre support et qu'on va lui faire découvrir plus tard et qu'on le laisse vraiment travailler sa matière grise. Parce que quand les deux sont ensemble, on est vite porté vers la correction. Oui. Vous savez, c'est bien, mais vous n'êtes pas enseignante, mais vous allez comprendre quelque chose. Quand les gens disent ça, parce que moi, je suis auteur et je sais bien de quoi je parle. Lorsque nous allons dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le premier inconvénient, il y a des parents, il y a des ouvrages déjà, il y a des collègues qui ont déjà fait des ouvrages où le corrigé type est séparé de l'exercice. Et les résultats ont été? Oui. D'abord, le premier problème, c'est que le parent lui-même, à des moments donnés, il ne sait même plus là où il a déposé le corrigé type. Pour que, quand l'élève finit, il faut que l'élève aille voir maintenant le corrigé. S'il a trouvé. S'il a trouvé ou pas. Première chose d'abord, c'est que ça se perd. Deuxième chose, même si on remettait les deux à l'apprenant, la plupart du temps, il l'égare. Il égare d'abord le corrigé, parce que c'est l'exercice qui importe. Donc quand on a besoin maintenant de revoir le corrigé, il y a un problème qui se pose là. Donc, ça c'est des insuffisances. L'idéal serait que, bon, vous et nous, quand on était au collège, généralement on n'a pas de documents avec exercices, c'est-à-dire des documents et exercices corrigés. Non, souvent c'est les exercices seuls qu'on a et on essaie de faire, de traiter les exercices. Et on attend l'arrivée du professeur. L'arrivée du professeur pour voir si ce qu'on a fait, si c'est juste. Mais maintenant, on met tout. Et je vais vous conter une petite histoire. Et avec ça, non, le temps, on n'a plus vraiment assez de temps. Je voudrais qu'on compare rapidement les résultats. Est-ce qu'avec cette forme-là, les résultats, ils sont probants? Est-ce que ça donne beaucoup plus au niveau des apprenants ou il faut encore revoir les choses? Oui, ça dit que il faut conscientiser les apprenants. J'ai dit un jour en classe, je dis à mes apprenants, aujourd'hui, ça dit on a fini. L'apprentissage, c'est au tableau. On a fait un exercice. Et il dit, je vais donner ça. Je suis venu le lendemain, c'est-à-dire au prochain cours, j'ai donné la même chose. La moitié n'a pas eu la moyenne. Et le barème était là. C'est pour dire que, même si vous donnez le corrigé et l'exercice, il y a même des gens qui ont le corrigé, ils ont l'exercice, ils ne peuvent même pas comprendre le corrigé. Ils ne savent même pas, ils ne peuvent pas rendre. Ça dit que le verre est dans le fruit. Ce n'est pas... Il faut conscientiser l'apprenant pour dire, attention, tu as l'exercice, tu as le corrigé. D'abord, apprends tes leçons. Avant d'aborder l'exercice, fais l'exercice d'application donné par le professeur. Avant de faire cela. Si éventuellement le professeur a eu à faire des évaluations formatives, c'est-à-dire des exercices en classe avec vous, va apprendre ça d'abord. Et maintenant, tu reviens au livre que tu as. Ne va jamais au corrigé. On peut, il y a des élèves qui viennent. Non, pas ne va jamais au corrigé, mais ne va pas au corrigé avant de traiter voilà, au premier élan. Il faut d'abord faire les exercices. On demande même aux apprenants, même si le livre est corrigé, et vous avez des difficultés, au lieu d'aller lire le corrigé, il est souhaitable même d'aller voir votre enseignant, Ils sont pressés oui. Mais le problème est que souvent, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Si c'était possible de séparer les documents, on va le faire. Mais c'est légalement... Mais c'est mieux de faire comme vous faites aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les exercices et les corrigés soient dans le même bouquin. Enfin, on a même expérimenté où on dit, bon, on ne va pas corriger. Il y a des collègues, ils ne corrigent pas tous les exercices. Pour permettre peut-être à certains enseignants de faire les exercices corrigés et les similaires, on propose ça aux élèves pour voir. Mais vous savez que ça ne donne toujours pas. Parce qu'à un moment donné, les élèves ne sont... C'est-à-dire, c'est l'exercice qu'on n'a pas corrigé qui les intéresse, ils n'ont pas le corrigé. Du coup, le livre les repousse, ils ne vont même plus vers le livre. Or, l'idéal est que vous ne pouvez pas réussir en classe sans une banque d'exercices, sans faire des exercices. C'est compris.
C'est compris, Monsieur Guindéou. Oui. Je rappelle que vous êtes professeur certifié. Monsieur Guindéou Emmanuel était donc sur ce plateau pour nous entretenir sur les supports didactiques, si vous voulez les ouvrages, hein, parce que moi je classe tout ça dans les ouvrages qui accompagnent donc l'apprenant dans sa formation scolaire. Alors vous avez compris, si vous êtes encore sur les bancs, vous avez compris donc avec le professeur qu'il faut forcément, après le cours donné par le professeur, faire ces exercices de classe, faire ces exercices maintenant dans le livre avant de passer au corrigé. En tout cas, c'est ce que moi je retiens. Merci beaucoup d'être passé par ici. Alors, nous allons vous raccompagner avec la météo. C'est pour vous permettre de vous faire une idée sur le temps qu'il fera demain. Demain, c'est jeudi. Comment utiliser les ouvrages scolaires pour améliorer ses rendements au niveau des cours en classe? La question a été donc débattue. On en a débattu ici avec le professeur certifié Emmanuel Guindéou. Alors, nous avons annoncé donc l'arrivée sur ce plateau d'un agroéconomiste qui allait nous parler, donc pas agroéconomiste, voilà, macroéconomiste qui allait nous parler plutôt des normes à respecter pour les entreprises, mais malheureusement, l'invité a été empêché, ce n'est que partie remise. Nous aurons le temps de le faire venir la prochaine fois. Merci beaucoup à Agnès Belot au passage. Le monde agricole aujourd'hui, nous avons parlé de comment économiser l'eau. Vous avez eu avec notre invité Thierry Kodjo, expert en aménagement hydro-agricole, ce qu'il faut faire pour retenir de l'eau. Et puis les défenseurs de l'environnement, Amandine Anyambossou a fait venir M. Bertin Bossou, avec qui nous avons parlé des huiles de vidange usagées qui sont un danger pour l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est le recyclage. Il y a déjà des sociétés qui sont là pour recueillir, des sociétés cimentières, pour être plus précise. Le grand rendez-vous de ce mercredi 21 février 2018, c'est bel et bien la fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour que l'émission ait lieu. Je vous souhaite une très belle soirée chez vous. À demain.